je reviens sur scène pour Je reviens sur scène pour la quitter très rapidement puisque je vais céder la parole à Louis Lamotte qui va avoir en charge de vous présenter et d'assurer le pitch de plusieurs entrepreneurs qui seront parmi nous ce soir. Donc Louis, si tu veux bien me rejoindre, je te cède la parole pour présenter ces entreprises. Bonsoir à tous, Louis Lamotte, comme c'est écrit juste au-dessus, je souhaitais remercier Julia et Corentin pour cette sublime introduction. J'ai envie d'utiliser des superlatifs pour ce qu'on vient de vivre sur cette présentation de cette belle communauté. Mais je vais essayer de rester simple. Une communauté, avant tout, et c'est ce qu'on peut comprendre par le discours de Corentin, une communauté, c'est la force dans la différence. C'est obtenir une union entre toutes ces différences, à la fois des timides, à la fois des extravertis, des gens qui sont passionnés d'art, des gens qui sont passionnés plutôt de technique, c'est peut-être un art. Mais l'idée ici est de réellement, par cet atelier, vous montrer qu'une communauté, c'est avant tout pléthore de parcours. Des différences dans les parcours. Ici, on ne peut pas classer réellement les parcours que l'on va rencontrer. Ça va être des gens, effectivement, la lumière est bleue. C'est des gens qui seront tous géniaux, mais qui vont avoir un savoir-faire différent, qui vont avoir des passions différentes. L'idée vraiment de cet exercice-là, c'est de vous montrer ce à quoi ressemble et ressemblera, je l'espère, la communauté. On travaillera en tout cas pour cette chose-là. Le premier invité, donc j'en aurai 5, on était 6 au départ, malheureusement Anouk, qui devait présenter en dernière, n'a pas pu venir pour des raisons de santé. On lui souhaite bon courage. Mais donc le premier intervenant que je vais faire monter sur scène est assez particulier puisque 4 ans après la fin de ses études, elle annonce une levée de fonds de 3 millions d'euros. Sa société, sa start-up dont elle est cofondatrice, ouvre son second entrepôt de plus de 8000 mètres carrés en Ile-de-France, et je parle d'Anne-Lorraine Armel pour la société Vesto. S'il te plaît, Anne-Lorraine. Allô ? Bonjour. Merci Louis. Du coup, moi c'est Anne-Lorraine. Je suis cofondatrice de l'entreprise Vesto que j'ai cofondée il y a 3 ans avec mes 2 associés, Wilfried et Bastien. Et Wilfried, Bastien et moi, on venait de grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Donc on a bu des mojitos sur les rooftops de Singapour. Et c'est des écoles qui principalement nous mènent normalement vers plutôt des métiers du conseil et de la finance, un peu aussi vers des métiers de l'entrepreneuriat, mais quand on parlait d'entrepreneuriat dans nos études, c'était beaucoup des entrepreneuriats tech. On n'a en fait pas du tout ou très peu entendu parler d'industrie pendant nos études. Et du coup, on s'y est intéressé un peu par hasard parce qu'on est un peu des passionnés, c'est bizarre comme passion, mais des obsédés du déchet. Wilfried, Bastien et moi, on n'arrêtait pas de penser à tous les déchets qui sont créés tout le temps et à quel point c'est absurde de jeter tout ce qu'on jette aujourd'hui et de continuer à produire et à jeter. Et Bastien, lui, travaillait dans la cuisine. Il était commis dans un restaurant étoilé. Et il s'est rendu compte que le matériel qui était utilisé dans les restaurants, les fours, les frigos, le lave-vaisselle, qui sont des bijoux de technologie, c'est pas du tout les lave-vaisselle qu'on a chez nous, c'est des choses qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont beaucoup plus gros et qui sont beaucoup plus complexes, étaient... que le jour où le restaurant a déménagé, au bout de 2 ans, tout était presque neuf et tout a été jeté. Et c'est comme ça qu'on a fondé Vesto. Donc Vesto, on fait du reconditionnement de matériel pour les restaurateurs. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On récupère des fours, des frigos, des lave-vaisselle qui viennent de cantines, qui viennent d'hôpitaux, qui viennent de restaurants et normalement ils vont à la benne. Une petite partie va être exportée normalement en Afrique, mais sinon tout va à la benne et va être broyé pour récupérer le métal. Et on trouvait ça trop dommage que tout ça parte à la benne, donc on le récupère aujourd'hui pour le reconditionner. Donc reconditionner, c'est réparer et c'est nettoyer. En fait, c'est faire en sorte de redonner, remettre en état le matériel pour le remettre en circulation. Et donc au début, on a commencé à faire ça dans ce qu'on appelait une cave, quoi. Donc c'était un tout petit bout d'entrepôt quelque part.
On a ensuite rapidement monté notre premier entrepôt. C'était un petit entrepôt artisanal et c'est là où on a appris à reconditionner. Et là, aujourd'hui, on a ouvert il n'y a pas longtemps notre première usine. On est très contents. Et c'est en fait, c'est en passant de ce petit entrepôt de 1000 m² à cette usine qui est énorme qu'on a, on a commencé à se dire mais comment est-ce qu'on va faire pour produire plus, parce que la demande en matériel de seconde main était énorme. Comment est-ce qu'on va faire pour produire plus, mais tout en produisant mieux et surtout sans tirer sur les humains qui sont derrière. Nous, on aimait beaucoup l'artisanat et on a commencé à s'intéresser à l'industrie. Et c'est là où on s'est rendu compte que l'industrie, c'est vraiment des méthodes exceptionnelles qui sont optimisées depuis des dizaines et dizaines d'années pour produire beaucoup, une grande qualité et en même temps en utilisant peu de ressources et en ayant des personnes qui sont pas tirées. Merci Anne-Lorraine. Je t'invite à rester derrière. Notre deuxième pitcher ce soir a un parcours un petit peu différent, un parcours tout aussi génial et surtout particulièrement complet. La société dans laquelle elle évolue est labellisée Solar Impulse, et si je vous dis qu'un chauffage solaire sur deux en France, vendu en France, vient de sa société, je fais venir Ariel René-Foch de la société Solissart. Donc bonjour à tous. Moi j'ai toujours travaillé dans l'industrie, puisqu'en fait j'adore l'industrie. J'ai commencé dans le groupe Sanofi au moment où il y avait du sida et on a développé tous les tests de diagnostic pour tester le sida. Donc c'était complètement passionnant. On avait une usine dans le nord de la France et on produisait les tests pour vous dépister. Ensuite je suis partie dans le sud de la France et là on a équipé le monde en 10 ans en carte GSM. Donc chez GEM+. Et c'est l'industrie française qui a démarré la carte à puce. Et on a alimenté le monde avec des entreprises françaises. Et puis il y a 14 ans, j'ai cofondé avec Olivier Gaudin, qui est ingénieur thermicien, Solissart. Donc Solissart, on fait du chauffage solaire thermique. Et la différence entre le thermique et le photovoltaïque, c'est que le photovoltaïque, ça transforme la lumière en électricité. Et 95% des panneaux solaires photovoltaïques viennent de Chine. Le solaire thermique, on récupère la chaleur et on la distribue là où il y a besoin de chaleur, donc chauffage, eau chaude sanitaire, agroalimentaire. Et 95 ou même plus 98% de l'industrie du solaire thermique, elle est européenne et française. Donc ça vaut le coup, même si malheureusement la technologie n'est pas très connue en France. Donc on a créé Solissart il y a 14 ans. Lui c'est un génie de la thermique. Donc en fait, on capte la chaleur, mais ensuite, il faut quand même la distribuer. Et le problème, c'est qu'il fait trop chaud en été et on a besoin d'énergie en hiver. Donc il faut gérer l'excédent de chaleur l'été et l'optimisation de la production d'énergie l'hiver. Et aujourd'hui, on atteint des performances remarquables, puisqu'en rénovation dans l'habitat, on couvre 50% du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Sur le neuf, on couvre jusqu'à 70%. Et on a une réalisation remarquable en Auvergne où on couvre 98% du chauffage et de l'eau chaude sur une maison très très bien conçue autour du solaire thermique. Comme la chaleur dans l'habitat, c'est à peu près 50% de la consommation énergétique d'un foyer, vous voyez bien que le potentiel en fait du solaire thermique, il est juste énorme. Et l'avantage, c'est que c'est produit en France et en Europe. Pourquoi ? Parce qu'un panneau solaire thermique, ça ne se transporte pas très bien. C'est juste du verre, de la tôle, un collecteur, et puis beaucoup d'air, beaucoup d'isolant. Donc du coup, ça ne se transporte pas bien par bateau. Donc on le fabrique en France et en Europe. Aujourd'hui, la France est exportatrice nette de solaire thermique et il faut accélérer le modèle. Parce que si en France, on n'en fait pas beaucoup, en Allemagne, on en fait 30 fois plus. Donc, allons-y pour une industrie solaire thermique en France. Merci Ariel.
Le troisième pitcher, eh bien, on va rester sur le thème de la jeunesse. La société dans laquelle elle évolue est assez intéressante puisqu'elle a été sélectionnée par les JO comme moyen de mobilité. Je parle d'Urban Loop. Et ce membre, pour nous, est tout à fait un petit peu particulier puisqu'elle est déjà membre de la communauté La Facto. Et j'appelle Maya Iba nous rejoindre, s'il te plaît. Alors bonjour tout le monde, moi je m'appelle Maya, je suis ingénieure logiciel, chargée de test d'intégration dans une société qui est en train d'essayer de faire un moyen de transport électrique, nouveau, sur demande surtout. Pour faire vite, moi personnellement j'en ai marre d'arriver à l'arrêt de bus et attendre mon bus parce que ça s'appelle un arrêt de bus, c'est pas un arrêt de piétons, de personnes, de je sais pas quoi. Moi j'ai envie d'arriver. Si vous voulez, le critère numéro 1 pour choisir son moyen de transport, c'est le temps de transport. Combien de temps ça va me prendre pour me déplacer d'un point A à un point B. Et l'idée, c'est avec les moyens technologiques actuels, qu'est-ce qu'on peut faire comme moyen de transport? Donc nous, on fait des véhicules, on arrive à l'arrêt, le véhicule, il nous attend, on le prend, il nous ramène à notre destination à 50 km/h. Et voilà. Et là, on a de la chance d'avoir été choisi pour les JO, à 50 ans en Yvelines. On va faire un démonstrateur qui sera exploité par Keolis pendant 17 mois pour tout simplement transporter les gens et leur montrer que, en fait, il y a des nouveaux moyens de transport. Juste pour revenir rapidement au sujet de l'industrie, alors j'ai pas énormément de choses à vous raconter. Peut-être dans 3 ans, je lancerai ma start-up, je sais pas du tout. Mais là, ma carrière, elle a commencé il y a un peu moins qu'1 an. J'ai fait une grande école d'ingénierie et franchement, j'ai eu de la chance parce que c'était un hasard que je commence un métier dans l'industrie. De base, je voulais faire de conseil. Et il y a mon directeur d'école qui m'a parlé de la start-up dans laquelle je travaille en ce moment, qui m'a dit pourquoi pas aller essayer, fais ton stage de fin d'études là-bas. J'ai fait mon stage et je suis fascinée. Je suis fascinée par l'industrie. Là, je viens de rentrer il y a 1 heure d'un salon de mobilité à Clermont-Ferrand, où on voit des groupes comme Alstom, comme L'Or, on voit les groupes français, on voit Michelin qui présentent leur stand. Et franchement, en fait, il y a 2 choses qui m'ont passionnée. C'est déjà les technologies. Quand on voit les moteurs, on voit les... Enfin, je vous parle d'un domaine ferroviaire, je suis désolée, mais c'est mon domaine. On voit les trains, on voit le nouveau Cristal, c'est un nouveau bus chez L'Or. Je vois l'Oxygène, c'est un nouveau train chez SNCF. Et je regarde, je suis fascinée. Et derrière ça, je vois les gens qui ont travaillé sur ça, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les gens qui ont pensé à comment concevoir tout ça. Je vous invite vraiment à essayer au moins l'industrie parce que si on n'essaye pas, on ne comprend pas. On ne voit pas pourquoi c'est fascinant. Je parle peut-être avec beaucoup d'émotion, mais je viens de passer 3 jours à juste regarder, observer, présenter, parce que du coup, j'ai eu de la chance de présenter mon projet, présenter des réalisations françaises et j'en suis vraiment fière. Je ne suis pas encore prête à quitter ce domaine. Je pensais au départ que j'allais m'orienter vers le conseil assez rapidement, mais je pense que je vais rester dans l'industrie pendant un certain moment. Merci Maya. Notre 4e invité de Marc, toujours. Eh bien, c'est le monsieur économie circulaire de l'Assemblée, ici, moi je le présume. Je n'énumérerai, j'espère que ça ne froisse pas cette personne, que certaines de ses réussites, parce qu'il y en a pléthore. Il est directeur de la partie économie circulaire du groupe Manutan. Il y a cela, il est président et fondateur du quinquennat pour l'économie circulaire. Et à noter une petite réussite pour lui. Eh bien, il est listé dans le Forbes 30 Under 30, qui est la liste des 600 entrepreneurs les plus, impressionnants, jeunes entrepreneurs. Et je fais appel à Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, s'il te plaît, Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup, merci à la Facto pour l'invitation. C'est vraiment une inspiration comme projet. Bravo à vous de vous engager là-dessus. C'est ce dont on a besoin, ça a plein de sens. Alors moi, je vais vous parler de 2 choses. D'abord, la notion d'alliance entre différents acteurs économiques et ensuite de réemploi industriel.
En 2016, que j'étais étudiant, j'ai créé ma société de reconditionnement aussi, mais dans les produits électroniques. C'est 54 millions de tonnes de déchets électroniques produits mondialement chaque année. Et lorsqu'on regarde le sujet de la décarbonation, c'est 80% de l'empreinte numérique qui sont liés en réalité aux produits qu'on utilise au quotidien dans les entreprises. À ce moment-là, j'ai essayé de lever des fonds. Alors, on l'a fait un petit peu, mais c'est vrai que la Startup Nation était vachement orientée sur tout ce qui était logiciel, SaaS, marketplace. Le réemploi, c'était pas très sexy, très compliqué. On m'a dit plusieurs fois, tu touches des produits, c'est un petit peu dangereux. Je suis vraiment désolé, et c'est pas très scalable parce que tu peux pas envoyer un business développeur aux États-Unis et ouvrir un nouveau marché comme ça. Alors, on a décidé de se tourner finalement vers une ETI, et j'ai beaucoup aimé quand Nicolas Dufour en a parlé, une ETI familiale du territoire qui s'appelle Manutan, qui est un des leaders de la distribution de produits vendus aux entreprises, donc les produits qu'on utilise au quotidien dans les bureaux et dans les entrepôts, parce que cette ETI avait compris que potentiellement on allait manquer de ressources naturelles et que le business model de juste produire en important des produits qui viennent effectivement d'assez loin et de les revendre était un petit peu en danger. Et là-bas, on développe la collecte de produits usagés, le reconditionnement, le réemploi à l'échelle industrielle sur le territoire pour effectivement vendre des produits d'occasion. Et je terminerai là-bas. Pourquoi je pense que le réemploi industriel est absolument clé pour la réindustrialisation du pays sur tous les critères possibles. D'abord, on est sur 2400 milliards d'euros de valeur perdue sur tous les produits qui sont considérés directement comme des déchets, parce qu'effectivement, ils ont été accumulés ou ne servent plus, alors qu'ils pourraient être réemployés. C'est une manne financière considérable, une mine d'or qui est dans les placards des entreprises et des particuliers. La deuxième chose, la décarbonation, les fameux plans à 2050 et le net zéro. 45% des émissions de CO2 qu'on doit réduire pour atteindre les accords de Paris, c'est l'économie circulaire. Le reste, c'est l'énergie, on en parle beaucoup et c'est très bien. 45%, c'est pas rien, c'est la seule manière d'y arriver en donnant aux secondes vies aux produits, tout simplement parce que l'extraction des ressources naturelles et la production, c'est là où on pollue le plus. Et on ne parle jamais d'économie circulaire et décarbonation. L'impact social, feuille de route économie circulaire du gouvernement qui date un petit peu, 300 000 emplois directement sur le territoire. Et j'en passe, l'aspect réglementaire, vous avez sûrement entendu parler de la loi anti-gaspillage en France pour une économie circulaire. Le plan européen, effectivement, économie circulaire du Green Deal, qui tout simplement vise à bannir les produits dits non durables à la vente sur le territoire européen. Le réemploi à l'échelle industrielle, c'est potentiellement le meilleur moyen écologique, économique, social de enfin réexporter des produits et que la France devienne le leader de l'exportation des produits remanufacturés. Donc je vous engage à aller là-dedans. On nous a dit que c'était pas sexy, c'est un énorme mensonge, un gros mytho, et c'est plein d'avenir. Merci à vous. Pierre-Manuel, merci. Malheureusement, on arrive à notre dernier pitcher, qui n'est pas des moindres. Par où je vais commencer. Premièrement, vous allez avoir la chance de goûter ces produits là tout côté. Ce n'est pas ridicule. Je pense que c'est réellement important d'avoir cette opportunité. Il a récemment annoncé que son produit est diffusé aujourd'hui dans des pharmacies. Et au-delà de ça, il a une assez belle histoire sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule. Et donc je parle de la société Elixir et j'appelle Aloïs Pigano à me rejoindre sur scène. Bonsoir à tous, merci de me laisser la parole aujourd'hui. Je suis le cofondateur de Elixir, qui est une société française qui développe des boissons solides. Et avec Guillaume, mon associé qui est là ce soir, on s'est posé une question. Qui a dit qu'une boisson devait être liquide ? Ça peut paraître un peu bizarre comme question, mais en fait c'est basé sur un constat de marché. Une boisson, c'est 95% d'eau qu'on transporte d'un point A à un point B dans des déchets. Souvent c'est pas pratique. Et en plus de ça, souvent, c'est bourré de sucre. Et donc, nous, on a créé Elixir, qui est une petite pastille qu'on met dans sa gourde, qui réaromatise l'eau de votre gourde avec 3 enjeux co-créés avec des pharmaciens français. Aider les gens à boire plus d'eau, parce que malheureusement, beaucoup de gens ne le font pas. Il faut boire 1,5 litre d'eau par jour pour être en bonne santé. Aider les gens à boire mieux, sans sucre, arôme naturel, 100% fait en France. Et aider les gens à boire mieux pour la planète, parce qu'il y a 36 millions de bouteilles plastiques jetées par jour. Et nous, l'enjeu, du coup, dans nos petits sachets, c'est de transporter 7 litres de boissons à refaire en valorisant l'eau de son robinet. Et donc, c'est un enjeu à la fois de santé publique et d'écologie. Et donc, ça a tout son sens. Merci beaucoup de nous inviter dans le cadre de la Facto pour 2 choses.
Déjà parce qu'on est jeune, moi j'ai 23 ans, mon associé en a 25, et du coup il y a plein de ponts et plein de synergies à créer autour de nos projets entrepreneuriaux. On a la chance d'être écouté par des personnes de générations différentes. On est accompagné par l'ancien numéro de Danone qui a 55 ans, etc. Donc il y a plein de synergies à co-créer ensemble. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tout industrialisé en France. Et ça, c'est un coup de cœur. Il est là ce soir, Michael. On a eu la chance de créer notre ligne de production à côté de Saint-Étienne. Et donc lui, il a fait le pari de miser sur l'innovation dans l'industrie. Et à 27 ans, j'aimerais bien qu'il vienne sur scène. Michael, est-ce que tu peux venir? Parce qu'il ne devait pas être là ce soir. J'ai reçu un petit texto tout à l'heure me disant « je suis à Paris ». Il a 27 ans, il a créé sa propre industrie à Saint-Étienne. Il emploie... Il savait pas. Il emploie 10 personnes déjà, ça a été lancé en janvier dernier. Et donc si vous cherchez un VTE, un stage, etc., généralement, les gens ne mettent pas en avant leur industriel. Nous, on en est super fiers parce qu'on a co-construit ensemble tout en France. Il a une capacité de production de plus de 100 millions de tablettes par an. Et sa phrase préférée, ça s'appelle la fabrique à poudre. Sa phrase préférée, c'est on peut faire du business avec la poudre. Et il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Merci. Merci Aloïs. Écoutez, merci à tous. Je pense avoir l'unanimité dans la salle pour cette chose-là, pour dire ça, mais 5 pitchs, tous inspirants, tous différents. On a réellement retenu des choses. Je vais vous faire tous travailler un petit peu. On n'est pas à l'école, hein, mais le but ici va être, en quelques mots, en 1 minute maximum, par rapport à une question que je vais vous poser, de me répondre de façon la plus spontanée. Je vais commencer par Aloïs, puisqu'on a terminé par toi. Tu es tout jeune, comme tu le disais, donc 23 ans. Et donc l'école n'est pas si lointaine pour toi. Et je voulais savoir, de ton côté, qu'est-ce que tu pourrais attendre d'une communauté telle que la Facto? Alors l'école est pas si lointaine parce que j'ai pas fini mon école encore. Je suis en césure pour l'EM Lyon et je me bats avec eux pour valider mes cours. Il me reste 4 mois à valider. Et on est déjà 5 dans la boîte, donc c'est un peu compliqué à gérer. Et moi j'attends en fait plein de choses. Déjà j'attends de créer, comme je disais, des synergies, de s'entraider, un partage de réseau, parce que souvent c'est pas facile au tout début de se créer un réseau, d'être écouté, d'être entendu. Et chacun avec ses projets différents, il y a de la valeur à créer à travers ça. J'attends des moments d'échange, du challenge, parce que en plus de ça, quand on est jeune, on fait pas mal d'erreurs. Et généralement en entrepreneuriat, on fait souvent les mêmes erreurs. Donc voilà, et donc on est ravis de cette initiative et on espère pouvoir être là longtemps avec vous. Merci Aloïs, et je t'invite à faire partie de la communauté. Pierre-Emmanuel maintenant, donc, je le disais tout à l'heure, monsieur économie circulaire, qu'est-ce que tu pourrais attendre d'une communauté telle que la Facto par rapport à un sujet si stratégique que l'économie circulaire pour le développement de notre pays? Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans l'économie circulaire, c'est que ce n'est pas un domaine, ce n'est pas, entre guillemets, un secteur. C'est applicable absolument à toutes les entreprises, à tous les secteurs d'activité. Parfois, il y a des projets d'économie circulaire qui ne sont pas écologiques, qui sont effectivement mauvais d'un point de vue purement environnemental. Et donc, avec des étudiants comme vous, et effectivement des personnes qui veulent s'engager, évidemment, je prêche pour ma paroisse, screenez toutes les entreprises du territoire qui font de l'industrie, prenez les chiffres existants ou allez les demander et allez repérer les petites poches extrêmement passionnantes où vous pouvez à la fois, en transformant le modèle économique, créer de l'emploi, créer du développement économique et en même temps décarboner effectivement l'entreprise, donc le pays. C'est un exercice intellectuel absolument passionnant et un terrain de jeu délirant parce que concrètement, ça n'a pas été fait les 50 dernières années. Donc chaque entreprise est un terrain de jeu, allez vous éclater et après contactez directement le PDG de l'entreprise en disant « Bonjour, j'ai regardé tes trucs, t'as pas pensé à ça ?» Et là, je vous assure que je pense que vous avez un rôle stratégique et une porte d'entrée très intéressante pour être recruté par la boîte en question. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Je pense que là, on a 2 termes très importants qui viennent d'être énumérés. Synergie et s'éclater, finalement. C'est 2 mots qui sont à garder en tête pour ce type de communauté. Je vous invite quand même à vous rapprocher un petit peu pour être en lumière, puisque c'est vous, aujourd'hui, les pitchers. Maya, donc, c'est pas un bizutage, mais comme tu fais partie de la Facto, est-ce que tu pourrais me dire quelles seront, on va penser ça au futur, les belles victoires, les belles histoires de la Facto dans 5 ans? Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu imagines de la Facto dans le futur? Finalement, ça revient à peu près aux mêmes questions que les autres, mais tu évoques des axes de travail.
j'imagine une société déjà qui permet la rencontre entre les jeunes et ceux qui ont déjà eu une carrière dans le domaine de l'industrie, enfin dans l'industrie, peu importe le domaine. Parce que franchement, encore une fois, je reviens à mes 3 derniers jours. Quand on écoute les carrières des gens, c'est tellement inspirant, c'est tellement enrichissant, même au niveau personnel, au niveau de, on est un peu plus agile, on comprend un peu plus, on comprend que la vie c'est un peu plus que allez, je vais faire mon travail, je vais rentrer à la maison et je gagne mon salaire à la fin de la journée. C'est faire un métier qui a un peu plus de sens. C'est avoir l'impression qu'on est en train de contribuer. On a fait quelque chose de nos études. Finalement, moi j'ai fait une prépa, j'ai passé après 3 ans à faire une grande école. Bah, autant que ça serve à quelque chose. Et c'est pas parce que en fait ça sert à quelque chose parce que j'ai envie de contribuer, peu importe. Mais en fait, on est des êtres humains. Un être humain a besoin, c'est un besoin naturel d'être stimulé. Si on n'est pas stimulé, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Et l'industrie, c'est quelque chose qui stimule. Donc, allez essayer. Et j'imagine que la Facto va permettre ce genre de truc. Exactement, on le souhaite en tout cas. Merci Maya. Ariel, donc tu as un parcours vaste, tu as de belles histoires que tu nous as racontées tout à l'heure. Si je te dis 2 mots, jeunesse et industrie, alors pas forcément compétition, c'est des sujets qui peuvent être connexes, on a la preuve ici. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces 2 termes? On a beaucoup souffert l'année dernière parce qu'on ne trouvait pas de composants. Parce qu'en fait, il y a eu une guerre en Ukraine, ils ont pété une aciérie, il y a des problèmes sur les composants électroniques, tout ça s'est produit en Asie. Beaucoup de choses en Europe de l'Est qui est très instable en ce moment. Et aujourd'hui, si on veut pouvoir continuer à produire, il faut qu'il y ait une industrie aussi de base. Quand je dis de base, c'est absolument pas péjoratif. En Europe. Donc vous les jeunes, je vous invite à rejoindre ces industries de base. La transformation sidérurgique, l'électronique. L'électronique, aujourd'hui, on dépend beaucoup trop des composants taïwanais. Il y a des lignes de production qui sont en carafe parce qu'il n'y a pas d'électronique produite en Europe. Donc vous les jeunes, aujourd'hui, faites ce que nous, on n'a pas fait. Remettez l'industrie lourde, quand je dis lourde, pour qu'on puisse continuer à produire. Merci Ariel. Une petite dernière, c'est important. On parlait d'économie circulaire, cette idée de cercle. On va boucler la boucle ici. Je vais te reposer la même question qu'à Aloïs tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux attendre en tant que jeune débutante dans le domaine de l'industrie, sur le marché professionnel? Qu'est-ce que tu peux attendre d'une communauté telle que la Facto? Alors, quand on crée une entreprise, on a souvent l'impression qu'on fait quelque chose d'innovant. C'est souvent vrai. Quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique. En vrai, dans la vie quotidienne, on se rend compte que les problèmes qu'on a, les challenges qu'on rencontre, c'est les mêmes que beaucoup d'autres gens ont rencontrés avant. Et en fait, l'important, c'est d'être super bien entouré avec des gens qui ont vécu la même chose avant et qui vont pouvoir nous accompagner et avec qui on va pouvoir faire des synergies. Et moi, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais à n'importe quel entrepreneur, c'est de bien s'entourer. Et donc, je pense que la Facto peut vachement aider à ça. Tu y as répondu, du moins à cette aversion. En tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à les applaudir, s'il vous plaît. On y arrive. Je souhaitais juste vous remercier parce que... Très beau mouvement. La tâche n'est pas forcément facile de pitcher devant des gens de métier et des gens de divers univers. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vulgariser ce que vous nous avez présenté, mais on a eu réellement des parcours différents, tous autant inspirants. Et en tout cas, je voulais vous remercier. Une dernière applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Je vous invite à descendre et puis je vais inviter Anaïs à rejoindre sur scène pour conclure de cette belle événement.